Bonjour à tous et bienvenue dans Hors-Jeu Capital, une émission rare aujourd'hui, quoique un peu moins rare cette année puisqu'elle succède une défaite du PSG. Et j'ai l'impression qu'on va commencer à s'y faire les amis, donc c'est bien dommage. Encore un immense merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à liker, à aimer nos vidéos YouTube. Sachez qu'on voit vos commentaires, on voit vos petites remarques et on essaye d'y répondre au maximum et d'en tenir rigueur. Donc c'est super gentil. Avec moi aujourd'hui, mon équipe, je le sens déjà très très chaud et encore remonté d'hier. Yacine Amnet, salut. Est-ce que tu as pu dormir un peu après cette déroute parisienne? Salut à tous. Ouais, j'ai dormi un peu, mais de toute façon, déjà, je dors pas beaucoup. Mais c'est vrai que celle-là fait mal parce qu'il y a le contenu et il y a le scénario, donc il y avait rien de positif, quoi. Bon, l'autre titulaire de la bande, Mousse, est avec nous. Alors lui, je peux vous assurer qu'il dort, donc je pense que normalement ça va. Moi, quoi qu'il arrive, je dors. Bon, t'as regardé le match hier? J'ai regardé le match. Après, il y a quand même quelques explications. Il y a le contexte. Voilà, on ne peut pas non plus tout remettre sur le dos de l'entraîneur et du joueur, même s'ils ont une grosse responsabilité. On en parlera après. Mais c'est vrai que cette trêve, ces trêves qui se succèdent comme ça internationales, ça n'arrange pas nos affaires. Nicolas Puravo est avec nous aussi. Comment ça va, Nico? Salut Clément, bah écoute, ça va. Moi j'ai bien dormi, il n'y a pas de souci, hein. J'ai de l'expérience maintenant, donc je suis zen. T'as connu d'autres époques du PSG? Ouais, bah comme vous, hein, mais non, non, ça va. Bon, énervé hier soir, hein, j'imagine comme la plupart, mais bon, on en reparlera tout à l'heure et vivement mardi en tout cas. Bon, menu aujourd'hui, évidemment, le débrief de Monaco-PSG, défaite du PSG 3-2, avec un doublé de Mbappé pour Paris, un doublé de Volland pour Monaco avec un but de Fabregas. Et puis on se projettera en fin d'émission sur le match ô combien important de Paris, mardi contre Leipzig en Ligue des Champions. Alors avant ce match de Ligue des Champions, un match de championnat hier, une défaite du PSG. Yacine, ton premier ressentiment après cette déroute du PSG, encore plus une déroute en vue du scénario, hein, Paris mené 2-0 à la mi-temps. Ouais, alors, comme d'habitude, il y a toujours le contenu et le résultat. Et finalement, en fait, on est un peu encore plus déçu par rapport au fait d'avoir mené 2-0. Mais en réalité, quand on analysait déjà la première mi-temps, il y avait rien d'exceptionnel. Il y avait beaucoup de déchets techniques, il n'y avait pas forcément de cohérence, et tu marques sur des éclairs. Alors, encore une fois, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu peux jamais t'appuyer sur quelque chose de cohérent. Et le 2-0 à la mi-temps, on en parlait avec Mousse à la mi-temps, je lui disais, ouais, il y a eu déjà 25 minutes qui n'étaient pas bonnes. Effectivement, tu as ces 3-4 actions qui te permettent de marquer. Alors, tu as les 2 buts validés et les 2 buts non validés. Il y en a un, j'attends toujours l'explication des arbitres parce qu'il va falloir m'expliquer la règle, la décision, bref, tout ça. Et puis après, tu as la deuxième mi-temps où là, c'est carrément catastrophique, où il n'y a plus de répondants, où Monaco, où Kovac fait des changements et ça apporte. Pas, Tourelle fait des changements, ça apporte rien. Et finalement, c'est juste l'aboutissement de cette deuxième mi-temps horrible. Voilà, ça aurait pu faire 4. S'il n'y a pas Navas, ça peut faire 4 ou 5. Voilà, c'est juste, avant de laisser la parole aux autres, c'est que moi j'avais dit que ce match-là, tu pouvais le balancer entre guillemets. Alors, quand je dis ça, c'est souvent mal interprété. Moi, je dis pas que tu balances un match et tu viens le jouer pour le perdre, il n'y a pas de problème. Il y a des choix à faire. Par contre, en fait, à partir du moment où tu alignes la meilleure équipe des joueurs disponibles, il n'y a plus d'excuses en fait. C'est-à-dire que si tu lances Fadiga, Kais Ruiz et que tu dis ce match-là, il faut qu'on donne du temps de jeu à des jeunes, que ceux qui sont revenus 48 heures avant d'Amérique du Sud, je ne les fais pas jouer, etc. Il n'y a pas de problème, moi je l'accepte. Parce que c'est un calendrier qui est hyper compliqué cette année, qui est complètement fou. Mais à partir du moment où tu alignes ta meilleure équipe, en tout cas de joueurs disponibles, en fait, il n'y a plus d'excuses, c'est que tu as joué le match normalement. Et moi j'irai un peu plus loin après, mais pour une fois, je vais être un peu moins dur avec Tourelle et beaucoup plus avec les joueurs. Les joueurs ont eu un comportement déplorable. On reviendra sur Tourelle après, mais c'est vrai, Mousse, Yacine le disait, même la première mi-temps du PSG n'est pas terrible. C'est vrai que ce but de Mbappé, il arrive un peu contre le cours du jeu parce qu'on n'était pas très bien dans le jeu finalement. Ouais, les premières minutes du Paris Saint-Germain ne sont pas terribles en première mi-temps. On va dire allez, les 20 premières minutes, pardon. Après, honnêtement, ça a été mieux jusqu'à la fin de la première mi-temps. Je trouvais que le PSG avait, après l'ouverture du score, avait plutôt bien géré.
face à un Monaco qui était plutôt faible en face, une équipe très jeune aussi. On en discutait aussi hier avec Yacine. C'est vrai qu'en fait, en face, l'effectif était très très jeune, peut-être manquait d'expérience. Et je pense que les Monégasques ont voulu bien faire, mais c'était un peu brouillon et un peu éparpillé. Et quant à nous, moi, je pense vraiment que le PSG, à la mi-temps, s'est dit, OK, en face, c'est très faible. On mène 2-0. On n'a pas encore de blessés. Donc, je pense ils ont voulu gérer en deuxième, ce qu'il ne fallait absolument pas faire, évidemment. Mais c'était flagrant qu'en fait, en deuxième mi-temps, ils se sont arrêtés de jouer. Ils ont attendu la fin du match en se disant que Monaco, si c'était le même Monaco qu'en première mi-temps, ça devrait passer. Et Yacine en a parlé. Kovac fait rentrer Enrique et l'ami Fabregas, pardon. Et puis là, ça a tout changé au niveau du jeu. C'était beaucoup plus fluide du côté de Monaco, avec un Fabregas entre les lignes. Le jeu était beaucoup plus fluide et ils nous ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et là, c'est là où je rejoins aussi Yacine. C'est à ce moment-là aussi que Tourelle, avec le changement qu'a fait Kovac, il a bien vu que son équipe prenait l'eau, qu'il n'y avait rien, qu'il ne se passait absolument rien. Et effectivement, il aurait peut-être dû procéder à des changements. Vu ce qu'il y avait sur le banc, bon, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de solutions. Mais la deuxième mi-temps, elle est scandaleuse parce qu'ils se sont arrêtés de jouer et parce qu'à mon avis, il y a eu la peur de la blessure et ils se sont dit de toute façon, il y aura victoire au bout. Mais un match, ça dure 90 minutes. On va revenir sur les choix tactiques et les changements des entraîneurs. Après, Nico, toi, juste ton avis déjà sur le match, comment tu l'as perçu? On a vu tous les mots du PSG depuis plusieurs mois réunis en 90 minutes. Donc, collectivement, on est toujours sur un néant total. Il n'y a rien, on le sait. On ne va pas le répéter toutes les semaines, mais c'est une équipe qui n'a aucun concept de jeu collectif, qui n'a aucune. Il n'y a pas de circuit de passe. Tu sens que les joueurs sont complètement dépendants d'un exploit individuel. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on a aussi vu toutes les limites individuelles, justement, de plusieurs joueurs. Alors, il y en a qui sont passés à côté pour plein de raisons, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils manquent de rythme, donc on peut concevoir ça. Mais on a aussi vu la limite de joueurs comme Kurzawa, comme Dagba, comme Diallo, comme Sarabia. Voilà, c'est des joueurs qui sont complètement à la ramasse individuellement actuellement et qui te pénalisent. On a aussi vu les lacunes mentales de cette équipe. C'est pareil, c'est quelque chose dont on a déjà parlé plein de fois. C'est une équipe qui ne sait pas se faire mal, qui n'a pas envie de faire mal surtout à l'adversaire. Ça, c'est même encore plus inquiétant. Voilà, c'est un match que tu dois attaquer beaucoup plus fort. Tu n'as rien en face pendant 45 minutes et c'est miraculeux de mener 2-0 parce que tu es presque aussi mauvais que les Monégasques. Et puis pour finir, tu vois aussi la faillite du coach parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Yacine. Je pense qu'il a encore une énorme responsabilité sur ce match, aussi bien dans la composition de départ que dans les choix en cours de match. Aucune réaction quand tu vois Fabregas qui rentre, qui te fait un mal fou entre les lignes. À aucun moment, tu as un réajustement tactique pour justement mettre quelqu'un dessus. Enfin voilà, tout a été condensé en 90 minutes et ça augure de lendemain super. Je vous annonce on va tomber de très haut cette année s'il n'y a rien qui change assez rapidement. J'en suis persuadé maintenant. Justement, Nico, moi, je te rejoins plutôt sur ce que tu dis sur la fin. Et c'est là où Yacine, je comprends pas trop ce que tu m'as dit parce que tu dis, bon, cette fois-ci, je vais un peu exonérer le coach des reproches, c'est plus des erreurs individuelles. Mais quand on voit que le début de deuxième mi-temps du PSG, on recule, on n'est vraiment pas bon. Monaco met un but, Kovac fait des changements. C'est pas à Tourelle de faire des changements dès la 55e, dès la 60e, et pas attendre la 70e et le 2-2 quasiment pour faire des changements. On voit que Danilo, il n'en touche pas une. Il a un carton jaune, il ne peut plus mettre le pied. Est-ce qu'on ne se dit pas, à un moment donné, à la 55e, je suis entraîneur, j'ai la responsabilité de faire des changements? Non, mais bien sûr, mais j'ai dit que j'allais être un peu moins dur. J'ai pas dit que je l'exonérais. Oui, Parce que effectivement que dans son coaching, en fait, juste pour revenir, l'équipe de départ, bon, il y a des indisponibilités. Est-ce que réellement on aurait fait une autre équipe, à part à un ou deux postes? Moi, je suis pas persuadé. On sait que Florenzi, il est quand même fatigué. On l'a vu les derniers matchs. Est-ce que le match le plus important, c'est mardi? Est-ce que Dagba, bon voilà, il y a des choix qui étaient un peu forcés, obligés. Moi, je suis bon, voilà, l'équipe de départ. Après, on peut tous avoir un avis différent. L'équipe de départ, je suis pas persuadé que tu peux faire beaucoup mieux ou autre chose aujourd'hui. Fallait protéger Neymar. Bon, il y avait beaucoup de choses. S'il n'y a pas Leipzig ou si tu as 9 points déjà en Ligue des Champions, évidemment que je ne suis pas persuadé qu'il fasse la même compo. Mais il est obligé de penser au match de dans 4 jours. Donc ça, c'est la première chose. Quand je parle des joueurs, c'est que
évidemment que le coach est responsable. C'est lui qui met en place, c'est lui qui motive, c'est lui qui doit trouver des solutions dans la lecture du jeu, dans l'évolution du match. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, les joueurs, tu peux pas avoir autant de déchets. C'est-à-dire que quand tu mets Kurzawa à gauche, que 2 fois dans son dos ça passe, que Fabregas, alors, il passe dans son dos et il le prend de vitesse. Fabregas. C'est-à-dire que Fabregas, il joue à peu près au même rythme que moi le dimanche matin en vétéran. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est pas de la faute de Tourelle. Quand un joueur est à ce point à la rue, oui, c'est de sa faute à lui. Quand Danilo n'est pas capable de faire certaines choses, c'est pas que de la faute de Tourelle. Quand Rafinha existe un peu pendant 7-8 minutes, mais qui disparaît au fur et à mesure, c'est pas de la faute de Tourelle. Quand je dis ça, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es joueur et que tu es moins bien physiquement, bah aussi tu dois trouver l'intelligence pour peut-être être mieux placé, pour peut-être moins compter sur ta vitesse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Évidemment que Tourelle n'est pas exemple de tout reproche. Mais en fait, pourquoi je dis que ce sont les joueurs? Parce que tu mènes 2-0, un peu contre le cours du jeu. Tu as le match en main, malgré tout, parce que Monaco, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas non plus dangereux. Hein. Navas, il fait qu'un arrêt sur un coup franc en première mi-temps. Donc en fait, malgré tout, c'est toi aussi qui arrêtes de jouer. Et évidemment, là, oui, le coaching. Mais le coaching, à part Marquinhos et Fadiga, tout le monde est rentré. Donc, voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, les joueurs, il va falloir que aussi on monte leurs défauts, leurs lacunes, leurs comportements, parce que ils sont sur le terrain et que c'est pas possible d'avoir cette attitude-là. C'est pas possible que Mbappé il marque 2 buts, il n'y a pas de problème, et il a été très efficace parce qu'il a 3 occasions, il marque 3 buts, il y en a un qui est refusé. Malgré tout, si vous regardez bien dans le jeu, il a eu du déchet, c'est un truc de fou. Des passes qui passaient pas, des tentatives un peu étranges sur le côté. Il s'est exporté alors que c'était parti pour jouer en 4-4-2. Voilà, donc moi, les joueurs, à un moment donné, il va falloir aussi dire qu'ils sont coupables. Maintenant, évidemment que Tourelle n'est pas exemple de tous les reproches qu'on fait à cette équipe, parce que c'est quand même lui qui doit mettre en place tout ça. C'est un peu le chef d'orchestre. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'orchestre. Hein. Et évidemment, il y a aussi le discours qu'il a tenu où il dit en fin de match qu'il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Même si c'est vrai, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il doit le dire, c'est une autre question. Mousse, toi, à qui la faute ou quelles sont les responsabilités où est-ce que le PSG a péché selon toi hier? Bon, après, déjà, il faut prendre en compte quelques paramètres. Déjà, combien de temps le coach a eu à ses joueurs à disposition pour préparer le match? Après une pause de 15 jours, ils sont rentrés, ils ont repris l'entraînement mercredi, pour ceux qui jouaient mardi. Donc, en gros, ça a commencé jeudi, quoi. Donc, tu as jeudi, vendredi pour préparer le match. Alors, je ne dis pas que c'est forcément une excuse, mais tu dois quand même en tenir compte. Tu as aussi des joueurs qui n'étaient pas prêts, tu as des joueurs qui étaient blessés. Là où moi je trouve que c'était plutôt inquiétant, c'était la gestion de Neymar, parce que si Neymar il est prêt, en fait il joue, tu vois. Mais là, il a joué une demi-heure. Bon, moi je ne l'ai senti pas du tout prêt pendant la demi-heure où je l'ai vu. Donc là, peut-être qu'il y a une responsabilité de Thomas Tuchel, mais pour moi la plus grosse responsabilité, c'est là où je vais plutôt être d'accord avec Yacine plutôt que Nico, c'est plus les joueurs cette fois-ci que le coach, même si le coach a fait des erreurs, et j'en ai parlé. Je suis d'accord avec toi. Nico et Clément, pareil, sur les changements, etc. Après, avec ce qu'il avait à disposition, Paredes, il ne pouvait pas le mettre d'entrée de jeu parce que, comme dit Maria, il a fait le déplacement en Argentine et lui a joué les 2 matchs. Donc, c'était compliqué. Par contre, il aurait peut-être dû le faire rentrer directement en deuxième mi-temps pour sortir Danilo. Parce que Danilo, moi, je veux bien, c'est vrai, il n'a pas fait un bon match hier. Mais d'abord, lui, il a enchaîné quasiment tous les matchs. Un coup, il est en défense centrale. Un coup, il est au milieu. Et je dirais pareil pour Rafinha. Hein. Rafinha, depuis qu'il est là, il n'a jamais joué au même poste. On l'a vu à un moment, on l'a vu sur un côté. Après, on l'a vu milieu relayeur. Hier, il a joué dans un milieu à 2. Donc, effectivement, on ne l'a quasiment pas vu du match, même si sur 2-3 interventions, il a fait le job. Mais faut être honnête aussi et dire qu'il ne joue pas à son... Enfin, il joue jamais au même poste et en tout cas hier il n'était pas à son poste. Donc ça aussi ça peut expliquer certaines choses. La responsabilité elle est elle est un peu plus des joueurs, mais évidemment que le coach est responsable malgré tout. Nico, tu as commencé à parler un peu de Tourelle tout à l'heure.
Toi, tu aurais fait les choses différemment et surtout au niveau des changements, qu'est-ce que tu aurais changé par rapport à ce qui a été fait hier? Alors, moi déjà, je suis pas coach, donc je vais pas juger ses choix. Encore une fois, comme le dit Yass, sur la compo de départ, quelque part, il fait avec les moyens du bord. Il pense forcément effectivement au match de Leipzig. Ça, il faut le prendre en compte. Si Neymar il débute pas, c'est parce qu'il n'a pas joué depuis Ah presque un oui, et mois et qu'il oui. Nico, juste pour préciser, Herrera la veille était disponible, hein. Et donc du coup, je pense que ça aussi, tu vois, ça a changé sa composition en dernière minute parce que la veille, il était dispo et ensuite il a une douleur à l'entraînement qui suit et finalement il est plus disponible. En tout cas, ils n'ont pas pris de risque en prévision du match de mardi. Voilà. Après, on en revient toujours à ce même problème, et c'est là où moi je pense que Tourelle reste le principal responsable de ce genre de match. Alors c'est évident que c'est pas lui qui rate tous les contrôles, c'est pas lui qui perd lamentablement le ballon à la fin pour offrir un penalty à Monaco, c'est pas lui qui se place comme un cadet sur les buts. Je suis d'accord avec tout ça, mais on en revient au point de départ de la situation sur ce jour de ce match de Monaco. Toute cette situation, tu vas encore revenir et on va retrouver toujours les mêmes explications. C'est que tu as une équipe aujourd'hui qui n'a absolument pas de vécu collectif, ce qui est dramatique, hein, parce qu'il y a des nouveaux joueurs, mais globalement, c'est un groupe qui est quand même assez stable. Et c'est une équipe qui ne sait pas jouer, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire sur le terrain. Donc sur le match d'hier, ne me dis pas que le 11 titulaire, il n'est pas capable de faire mal à Monaco. Il n'y a pas besoin de préparer ce match pendant 10 jours non plus. Toi, il a récupéré ses joueurs mercredi, ils se connaissent tous, ils savent jouer ensemble. Tu as un plan de jeu clair si tu arrives à Monaco avec, bah, logiquement, tu ne te mets pas dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à la mi-temps pour revenir sur le vestiaire dans un tel état d'esprit? Et là, c'est Tourelle qui est forcément au milieu des critiques. Ils ont passé la mi-temps à se dire quoi? C'est bon, le match il est fini, c'est bon, vous pouvez y aller, allez vous balader, surtout vous blessez pas, dégourdissez-vous bien les gens, et puis on se revoit à la fin du match. Moi, je reste persuadé qu'encore une fois, on a sur un problème de coaching de cette équipe. On a des joueurs qui sont absolument pas capables de faire face à des matchs où, comme tu le dis, Elias, quand ils sont moins bien physiquement, ça arrive, on peut l'entendre, c'est tout à fait normal, mais même comme ça, tu dois être capable de proposer autre chose que cette bouillie collective chaque semaine. Aujourd'hui, si tu n'as pas Mbappé, si tu n'as pas Neymar, Verratti qui va revenir peut-être un jour, et Di Maria, tu n'as rien. Tu n'as absolument aucune création de jeu. Tu n'as pas de jeu sur les côtés. Tu n'as pas de décalage au milieu. Tu n'as pas de sorties de balles qui sont évidentes. T'attends, voilà. Donc en gros, on donne la balle à Neymar et Neymar démarre-toi. Parce que Neymar, il était sur le banc, donc forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, Tourelle. Je dis Tourelle. Vous avez tous parlé des erreurs individuelles, un peu au-delà des choix de Tourelle. On peut y venir au cas individuel parce qu'il y en a beaucoup hier qui ont posé des questions. J'ai envie de commencer par Danilo Pereira en milieu. Mousse, tu as commencé à en parler. Toi, Yacine, qu'est-ce que tu en penses? On le sent, alors, emprunté balle au pied, en retard sur ses interventions. On le sent vraiment en grande difficulté quand même. Mais en fait, il y a plein de choses. C'est que j'avais dit, finalement, il ressemble le plus au portrait robot qu'avait dressé Leonardo sur le manque. C'est-à-dire que c'est une vraie sentinelle, il est costaud, voilà. Après, comme je le répète régulièrement, on avait fait un papier là-dessus, c'est que les joueurs, chaque joueur ne peut pas jouer dans tous les clubs et dans tous les systèmes. Il y a la sentinelle qui peut jouer dans un système ou un bloc haut, et la sentinelle qui est capable de jouer dans un bloc bas. Et celui qui est capable de jouer dans un bloc bas, il n'est pas forcément capable de jouer dans un bloc haut. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire que tu mets Busquets dans une équipe qui va faire que défendre, et tu vas me dire, mais Busquets, c'est quoi ce joueur? Par contre, tu mets Busquets dans une équipe qui a le ballon, c'est pas pareil. Et ben, en fait, le problème de Danilo, il est là. C'est que tu as eu le portrait robot, mais en vérité, il ne correspond pas à ce que le PSG fait sur le terrain. Et si tu veux, tout ça, c'est le problème du recrutement, mais c'est le problème en fait de la philosophie. C'est-à-dire que finalement, comme tu n'as aucune philosophie de jeu, comme tu n'as aucun principe bien défini, à part donner le ballon à Neymar, mais en fait, tu pourrais amener n'importe quel 6. À un moment donné, peut-être ça marchera ou ça marchera pas. Mais en vérité, on ne sait pas qui correspond, puisque de toute façon, il n'y a pas de ligne directrice. C'est-à-dire que genre, avant, tu savais que Mota, moi, je l'ai souvent dit quand il y avait Mota, le remplaçant de Mota, c'était Busquets, en fait, dans le profil. Oui, bien sûr. Voilà. Mais une fois que il n'y a plus de philosophie, en fait, tu peux prendre Danilo, tu peux prendre Mota, tu peux prendre Busquets, tu peux prendre Casemiro. De toute façon, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais tu n'as pas de certitude puisqu'il n'y a rien autour. Donc, tu ne sais pas quel joueur il te faut exactement. Et ensuite, Danilo, si on pensait que c'était Mota, tout le monde s'est trompé.
Et la dernière chose, c'est que, et là je le dis plus globalement pour moi, comme quoi l'influence de ce qui se passe autour, il n'y a pas que sur les entraîneurs et les joueurs que ça joue. À force d'entendre, ouais, vous êtes tout le temps négatif, vous taillez des joueurs qui n'ont pas joué, etc. Dans les papiers que j'ai fait à l'arrivée des joueurs, j'avais montré certaines lacunes, mais je n'ai pas voulu être négatif, comme quand j'ai dit Rafinha. Attention, Rafinha, moi je le sais, ça fait 3 ans que le Barça le prête alors que le Barça, ils sont à la rue. Si le Barça le prête 3 ans de suite alors que leur équipe est à la rue, il faut quand même se poser la question sur le niveau du joueur, ce qu'il peut apporter au PSG, encore une fois. Hein. Moi, je ne parle pas du joueur globalement. Ce n'est pas un scandale qu'il soit professionnel, ce n'est pas un scandale qu'il joue au foot, c'est même pas un scandale qu'ils aient des sélections. Moi, je parle du PSG. Et donc, j'ai pas voulu être trop dur. Mais en vérité, si j'avais donné le fond de ma pensée, moi, Danilo, je ne suis pas surpris par ce qu'il fait. Il suffit de voir les matchs du Portugal. Danilo, il a un rôle bien précis. Il casse les attaques, il donne à 3 mètres. De temps en temps, il est capable d'allonger un peu sur les côtés, mais c'est pas Thiago Motta, c'est pas Pirlo, c'est pas Busquets. Voilà. Donc, on a. Yacine, je te coupe. Yacine, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais justement, pourquoi dans ce cas-là, tu fais pas jouer Danilo dans un rôle où il va être à l'aise? Pourquoi est-ce que depuis un mois et demi, Danilo, on l'a vu défenseur et là, on le voit dans un milieu à deux? Mais parce que. Tu vois, il est là aussi le problème de. Tu as un profil. On revient à ce qu'on a dit. À partir du moment où ton équipe n'a pas de cohérence collective, mais finalement, Danilo, tu peux le mettre une fois derrière, une fois au milieu. En gros, tu tentes des coups. C'est comme Marquinhos. Tu te dis, bon, je ne sais pas quoi faire. Il me faut un mec qui va un peu mettre de la niaque au milieu, qui va défendre. Bon, allez, on va tenter Marquinhos. Voilà. Mais malgré tout, moi, je reste persuadé que même si Paredes, il a des lacunes sur le niveau athlétique global, il ne va pas courir 10 km. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, dans le jeu du PSG, avec les joueurs que tu as, le milieu de terrain, quoi qu'il a. Alors, Verratti, évidemment, on ne sait plus où il est. Mais normalement, parce que quand il était là, ils n'ont jamais joué ensemble. Déjà, tu pars sur un Paredes Verratti, avec Verratti dans son vrai rôle de relayeur, Paredes dans son vrai rôle de numéro 6, qui a une passe, qui a une qualité de passe qui se rapproche quand même de ce que c'est faire Mota. Et voilà, déjà, c'est un point de départ. Mais à partir du moment où tu n'as pas de cohérence collective, bah, une fois c'est Paredes, une fois c'est Gay, une fois c'est Herrera Gay. Bon, voilà, c'est. Ouais. Mousse, toi, à court terme, là, parce que le PSG quand même est assez précis, j'ai envie de dire, on en fait quoi de Danilo? On le met remplaçant, on le remet derrière? Parce que là, en milieu, ça va être compliqué quand même. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la décision du coach. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire si Thomas Tuchel va finir ou pas la saison? Après, sur une partie un peu mercato, pour parler de Paredes, il y a des rumeurs qui font état peut-être d'un échange avec Eriksen au mois de janvier. Eriksen qui est à l'Inter, l'ancien de Tottenham. Ça peut être crédible parce que quand Leonardo arrive en 2019, il veut déjà récupérer Milinkovic-Savic de la Lazio et il propose à la Lazio Paredes plus de l'argent, plus un peu d'argent. Donc, je sais que Leonardo, s'il peut évacuer Paredes, il le fera. Il a essayé, il a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y a le joueur aussi qui n'était pas très très chaud pour partir. Il se sent très bien au PSG, donc ça c'était juste pour une petite précision. Danilo, qu'est-ce qu'on en fait? Tout à l'heure, Yacine disait Danilo, son jeu, il casse les attaques, il récupère, il passe à 3 mètres. Bon, bah, déjà, s'il peut faire ça au PSG, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal. Et il y a aussi le fait qu'il joue jamais dans le même système. Ça, c'est une chose, c'est vrai, c'est la vérité. Et qu'il est jamais entouré des mêmes milieux. Ça aussi, c'est une vérité. Un coup, tu es dans un système à 3 et puis quand il y avait un système à 3, bah, Thomas Tuchel le mettait en défense centrale, il mettait Marquinhos. Il a aussi joué les premiers matchs, il me semble, en sentinelle. Je ne sais plus avec qui il avait joué. Mais peut-être déjà que s'il jouait vraiment à son poste en sentinelle et que si Verratti était toujours apte physiquement, moi je suis sûr que ce serait déjà beaucoup mieux. Avec un Herrera peut-être aux côtés de Verratti, bah, ça simplifierait la tâche à Danilo. Il suffirait juste, voilà, il récupère des ballons, il passe à Verratti, et puis Verratti, lui, on sait ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Donc, du coup, aussi, je pense que c'est aussi une question de qui l'accompagne au milieu et dans quel système. Pour moi, Danilo, c'est pas forcément un mauvais joueur. Peut-être, comme le dit Yacine, c'est peut-être pas un joueur fait pour le PSG, mais sur ce qu'il a montré à Porto, en équipe du Portugal, et même au début au PSG, quelques matchs, moi, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Après, est-ce qu'il peut s'intégrer dans un milieu avec des joueurs de ballon comme par exemple Verratti, Herrera devant lui, si c'est pas Paredes qui joue?
Moi, je suis persuadé que oui, quand même. Moi, je pense qu'il a le profil pour être un bon milieu défensif. C'est un gratteur de ballon, il est grand de taille, il est présent parfois même sur les deuxièmes ballons, il peut être utile sur des corners. Donc voilà, c'est pas le mauvais joueur. Après, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce contexte-là, avec le Covid, des joueurs qui sont parfois là présents, pas présents, les blessures, etc., et tu n'as jamais ton 11 type, parce qu'il faut dire que Thomas Tuchel n'a jamais eu à disposition son 11 avec les 4 devant, avec Icardi, Mbappé, Neymar et Di Maria. Et pareil pour le milieu de terrain, hein, parce que quand Gay est apte, c'est Herrera qui est blessé, quand Herrera est apte, c'est Gay qui est blessé, etc., etc. Donc pour moi, Danilo, c'est pas forcément un mauvais choix dans le contexte financier qu'on avait cet été. Il fallait trouver un joueur. C'est un prêt avec option d'achat. C'est pas très très cher avec un joueur d'expérience. Pour moi, depuis le début, c'est pas le. Enfin, Danilo, pour moi, c'est pas le pire. Autre problème, autre motif de préoccupation hier soir, c'est les latéraux. Quand même. Bon, on a beaucoup critiqué ces derniers mois Kehrer, Thilo Kehrer à droite, à juste ou parfois injuste titre. Moi, je trouvais ça beaucoup injuste, par exemple. Bon, on a vu hier que Dagba, Kehrer, c'est quand même plus rassurant que Dagba. J'ai envie de dire. Dagba, on frôle la médiocrité à droite, et Kurzawa à gauche, bon, bah, son positionnement défensif, c'est pareil, c'est alarmant. Nico, toi aussi, t'as perçu cette défaillance, cette faillite défensive des latéraux? Je crois que même Gilbert Montagnier l'a vu, hein, tu sais. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dagba, c'est un jeune qui joue pas assez pour progresser, je pense. Alors peut-être même la marche est trop haute pour lui à Paris. Je sais pas aujourd'hui, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a besoin de jouer plus que ce qu'il ne joue. C'est pas en faisant un match tous les mois qu'il va progresser, ce gamin. Hier, on le voit, il est volontaire, il court vite, mais alors il a des lacunes de placement qui sont toujours assez problématiques. Puis surtout, moi je trouve qu'il a un gros souci avec le ballon dans les pieds, quoi. Il apporte pas grand-chose une fois qu'il a le ballon, que ce soit en débordement, en centre, en combinaison avec ses milieux. Enfin voilà, je suis très déçu par Dagba. Kurzawa, je ne vais même pas vous dire que je suis déçu parce qu'il est fidèle à lui-même. Vous le voyez hier, hein, voilà, c'est pareil, déplacements catastrophiques, il n'apporte rien offensivement, il y a une espèce de nonchalance, comme quand il fait cette remise de la tête sur Navas qui offre presque un but à Monaco. Donc c'est évidemment une lacune, mais on ne peut pas être surpris non plus parce qu'aujourd'hui, Dagba, il est numéro 2 ou 3 dans la hiérarchie, donc il est titulaire hier. Et puis Kurzawa, on va dire que je focalise, mais moi je mettrais Becker aujourd'hui devant, ce qui voudrait dire que Kurzawa est aussi le numéro 3 de la hiérarchie des latéraux parisiens. Donc quand tu joues avec tes deux numéros 3, tu es forcément moins bon que quand tu joues avec tes deux numéros 1, c'est sûr. Mais c'est visiblement pas un gros problème pour Tourelle, parce qu'encore une fois, on n'a pas travaillé d'autres systèmes. On aurait pu imaginer 3 centraux dans cette défense, parce que quand tu as des latéraux aussi faibles défensivement, ça peut te sécuriser, mais on le fait jamais. Et puis bah voilà, donc ça n'a pas été compliqué de cibler hier Kurzawa, les Monégasques qui se sont régalés. Et je pense que si Leipzig travaille son match comme Kovac l'a fait, ils vont faire la même chose. Ils vont appuyer là où ça fait mal sur les côtés, et notamment le côté gauche. Yacine, les latéraux, ça a dû être un cauchemar pour toi hier, je pense. Ouais, c'est un cauchemar, mais malheureusement, c'est pas une surprise. Et c'est bien ça le plus grave. C'est que si c'était un cauchemar en se disant, c'est exceptionnel, ils sont à la rue aujourd'hui et que voilà, ok. Sauf que c'est récurrent. Dagba, on en a parlé 1000 fois. Et Kurzawa aussi. Kurzawa, voilà, il a masqué ses lacunes avec des buts. Mais en vérité, c'est un joueur qui est tactiquement catastrophique. Voilà, il sait pas lire le jeu, il sait pas compenser. Hier, Fabregas, il passe dans son dos. C'est-à-dire qu'il y a quand même Monaco, ils n'ont pas attaqué à 8 non plus. C'est pas comme s'il y avait 3 joueurs à surveiller. Il n'y a personne à ce moment-là. Il y a que Fabregas à surveiller dans son dos. Il passe dans son dos, il est à la rue, il y a un 1-2 déjà sur le premier but. Non, le deuxième, je sais plus. Il y a un premier 1-2 sur le premier but. Le 1-2, où le ballon il passe entre alors Danilo, Kimpembe et Kurzawa. Mais Kurzawa, il ne peut pas se situer derrière le joueur entre la ligne de touche. C'est lui qui est en fait, entre la position que l'attaquant de Monaco a, c'est lui qui devrait être là, à l'intérieur du jeu. Le mec se retrouve dans le dos de l'attaquant, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est malheureusement quelque chose qui arrive tout le temps. Et après, le problème, c'est que en fait, tu as des défaillances individuelles, mais tu as une ligne de 4 de toute façon qui n'est pas capable en fait de compenser collectivement.
Donc, à l'arrivée, bah, tu as la catastrophe que tu as vue hier. Parce que, juste pour aller un peu plus loin avec la ligne de derrière, quand Dagba donne son 69e ballon en retrait à Diallo, bah, déjà, c'est un problème. Et on va parler de Diallo ou pas après? Je sais pas, c'était pas prévu, mais Bah, parce que je voulais Ça absolument en peut être parler. vite fait, hein, parler de Diallo, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah, en fait, je voulais en Non, parler non. pourquoi? Parce qu'on avait souvent dit que les entraîneurs n'aiment pas avoir deux gauchers dans l'axe. J'avais expliqué pourquoi. Parce que les gauchers, ils ont une morphologie et une attitude qui est très compliquée. Ils ont du mal à jouer avec le pied droit. Et en fait, l'action du but, elle est tellement symptomatique de ça. C'est-à-dire que Diallo, il récupère le ballon et en fait, il contrôle avec son pied gauche et en fait, il s'oriente vers l'intérieur de son but. Du coup, il se dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que si c'est un droitier, en fait, il ouvre et après, il va chercher côté pour ne pas se mettre en danger. Mais là, en fait, sur sa prise de balle, il est en difficulté puisqu'il rentre à l'intérieur du jeu. Et il est mal orienté. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas donner à Navas parce qu'il y a l'attaquant de Monaco qui est là. Je ne peux pas jouer vers l'avant parce qu'il n'y a personne qui demande. Il tergiverse, il marche sur le ballon et il fait faute. Évidemment qu'il est coupable. Mais il est coupable à cause du positionnement. Il est coupable parce que Tourelle le met en difficulté. Et comme en plus, ce côté droit, il est archi défaillant, bah, il se dit quoi? Je ne vais pas remettre à Dagba, il va me la rendre. Donc on va se retrouver pressé. Donc en fait, il ne sait plus quoi faire du ballon. Alors évidemment, on aurait pu dire, ouais, il aurait pu dégager. Voilà, ça, effectivement. Maintenant, il a choisi une autre solution, il a voulu relancer. Mais en fait, c'est symptomatique de tous ces petits choix qui mettent ton équipe en difficulté. Juste, Yacine, tu te rends compte, enfin, Diallo, il a coûté Ouais, 35. 30, 32, 35 millions. 35, ouais. Et donc là, tu es en train de m'expliquer qu'un joueur qui aspire à être international n'est pas foutu de faire contrôle-passe sur un mec qui a 5 mètres de lui sur sa droite parce qu'il est gaucher. Mais c'est même plus inquiétant, là. Faut qu'il arrête le football, le garçon, dans ce cas. Moi, évidemment que c'est pas normal. Mais et heureusement qu'il y a Mousse, il va pas me contredire parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je le dis sur Diallo. En fait, et j'ai parlé avec 2-3 personnes hier soir qui sont recruteurs pour des gros clubs, etc. et qui me disaient, oui, tu as raison, il a des lacunes. Diallo, c'est un bon joueur qui pourrait jouer à Bordeaux, voilà, enfin, des clubs comme ça, ben, je vous le dis, moi, mais qui ne peuvent pas aspirer à jouer au PSG ou à Liverpool, voilà, dans les gros clubs européens, dans le top 10, on va dire, c'est pas possible. Le niveau, il est trop haut pour lui. Donc voilà, il a des lacunes tactiques, il a des lacunes d'attitude. Voilà, alors il compense parce qu'il est généreux, parce qu'il est sérieux, mais il a trop de lacunes aujourd'hui. Mousse, face aux blessures à long terme de Bernat, face aux suspensions de Kimpembe, on sait que ces joueurs-là, ils vont être amenés à rejouer. On sait que Diallo va continuer à jouer, on sait que Kurzawa devrait rejouer. T'es inquiet, toi, ou tu te dis que c'est vraiment, voilà, c'était une reprise, trêve internationale, que les joueurs sont pas encore prêts? Ou alors tu es vraiment inquiet pour la suite, tu te dis, oula, ça va être inquiétant défensivement quand même pour cette équipe? Non, je suis tout de même un peu inquiet parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de match. Nico l'a rappelé tout à l'heure, Yacine aussi. C'est pas. Moi, parfois, j'ai l'impression de faire le même podcast à chaque fois parce que ce genre de match, depuis le début de la Ligue 1, franchement, peut-être la moitié des matchs, ça ressemblait au match d'hier. Alors, parfois, il n'y avait pas la défaite, parfois, il y avait match nul, parfois, il y avait victoire, c'est vrai, mais dans le contenu, c'était assez catastrophique. C'est-à-dire que tu vois une équipe qui joue. Souvent, c'est le cas. Hein, soit il joue la première, soit il joue la deuxième. Ça dépend. Là, hier, c'était la première parce qu'en face, c'était très faible et qu'en fait, tu avais l'opportunité d'arriver à la mi-temps avec 4 buts, parce qu'il y en a eu 2 refusés, je ne sais pas si on en parlera rapidement, surtout celui du hors-jeu de Keane, que personne n'a compris. Mais voilà, c'est ça en fait. Oui, je suis inquiet parce qu'encore une fois, là on parlait par exemple des latéraux. Là, mardi que va faire Tuchel? Est-ce qu'il va se dire, je pense qu'il va revisionner le match, ça c'est le minimum syndical, mais est-ce qu'il va se poser la question de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je mette Kurzawa? Il est complètement aux fraises. J'ai Baker, alors effectivement, offensivement, il est un peu timide, mais quand même ça commence un peu, mais défensivement, moi je le trouve quand même un peu plus sérieux, peut-être un peu plus combatif que Kurzawa, même si je sais que ça va faire saigner les oreilles de Yacine. Mais moi, je suis d'accord avec Nico. Moi, je pense vraiment que Baker t'apporte plus de sécurité aujourd'hui. Hein. Baker, il t'apporte beaucoup plus de sécurité que Kurzawa. Kurzawa, il fait des fautes d'inattention, de concentration, de placement.
digne d'un joueur de l'âge de Becker. Or, lui a 26, 27 ans, Kurzawa, et Becker, il n'a que 20 ans. Donc, tu peux pardonner ce genre d'erreur à Becker, tu ne peux pas les pardonner à Kurzawa. Et un mot sur, on parlait des latéraux tout à l'heure, un mot sur Dagba. Je le rappelle parce que je l'avais déjà dit, mais Dagba, quand il arrive au PSG, d'abord, il n'a pas fait sa formation au PSG, parce qu'il arrive à 16 ans, et quand le PSG le prend, c'est qu'à l'époque, on avait encore une réserve, c'est pour qu'il joue en réserve, avec l'équipe réserve. Ce n'était pas du tout, à la base, pour en faire un joueur, sauf qu'il a été sérieux, il a bien travaillé, et il a profité de quelques absences pour intégrer le groupe pro. Mais moi, je suis inquiet, Clément. Je suis inquiet pour mardi, et là, honnêtement, s'il y a défaite mardi, donc là, le PSG se trouve dans une position très, 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 très délicate. Ça veut dire qu'on n'aura plus notre destin entre les mains, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et là, se posera encore une fois la question du coach. Est-ce qu'on continue? Et rappelez-vous ce que j'avais dit au tout début, en septembre déjà, à la défaite contre Manchester. J'avais dit, si on ne fait pas des changements rapidement, on va aller dans le mur. Ils n'ont pas voulu changer de coach. Ça n'a pas l'air de prendre la direction. Parce qu'il y avait une trêve, ils auraient pu en profiter. Ils ne l'ont pas licencié. Il était sur le banc hier. Donc, s'il y a défaite mardi, franchement, là, s'il reste, c'est vraiment que le PSG se tire une balle dans le pied. On parlera de Tourelle après. Mousse, vas-y, Nico, tu veux parler. Ouais, juste un petit mot pour finir sur les latéraux avant de parler plutôt Ligue des Champions. Mais sur les latéraux, moi, aujourd'hui, avec souvent un Mbappé ou un Neymar couloir gauche qui défendent pas ou peu, je me demande si tu n'as pas intérêt justement à mettre Diallo. Parce qu'il apporte quand même une sécurité défensive plus importante que ce qu'on a actuellement. Offensivement, ce ne sera pas pire qu'un Kurzawa, parce que de toute manière, on voit bien qu'aujourd'hui, le jeu de latéraux, il sait plus ce que c'était il y a quelques temps. Dans ce 4-4-2, on a Kimpembe est suspendu mardi, donc du coup... Ouais, non, mais d'une manière générale. Mais là, tu vas voir qu'il est capable de nous mettre un Marquinhos, Danilo, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je parierais peut-être là-dessus. Mais Diallo, je pense qu'une solution aujourd'hui à court terme, ce serait ça, ce serait couloir gauche. Parce que. Oui, Yacine en parlait souvent, c'est vrai, tu n'as pas tort. Ouais, tout à l'heure, je parlais de Baker, mais c'est vrai. Il y a quand même une solidité défensive à ce poste qui est, je trouve, meilleure. Quand il fait des conneries, c'est moins préjudiciable que quand il est devant sa surface. Et puis offensivement, écoute, c'est à peu près propre. Hein. Il donne le ballon devant lui et on n'en demande pas plus de toute façon au latéraux à ce moment. Donc, Juste un mot sur Diallo, Clément. Un petit mot sur Diallo, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Yacine. Il le sait. Hein. D'ailleurs, il m'a mis un petit tweet. Je n'ai pas répondu hier parce que j'étais un peu de boulot, Yacine. Mais en plus, je ne suis pas friand des débats sur Twitter. Hein. Tu ne me verras jamais débattre sur la qualité de la joueur. Je sais, mais j'ai vu ton message. J'ai rigolé, t'inquiète pas. On en avait parlé juste avant au téléphone. Donc, pas de souci. Mais pour moi, Diallo, c'est pas forcément. Tu disais qu'il avait le niveau pour jouer à Bordeaux. Moi, je trouve que tu es un peu dur. Moi, je pense que c'est un bon défenseur central, Diallo. Mais moi, je pense que déjà à Dortmund, il joue dans une défense à 3. Il était peut-être plus à l'aise. Je suis d'accord avec Nico. Tout à l'heure, tu soumettais cette idée, mais c'est vrai. Hein, en plus, Tuchel connaît ce système. Il le connaît bien. Je pense qu'un système avec 3 défenseurs, avec Kimpembe, Diallo et Marquinhos. Moi, je suis avec un Florenzi et un Baker un peu plus haut sur le terrain. Moi, je suis sûr que ça peut être une très très bonne solution, vraiment. Parce que moi, Diallo, je trouve que c'est un joueur qui est bon balle au pied, bon techniquement. Après, moi, je pense qu'il manque de confiance parce qu'il n'est pas titulaire. Il y a aussi ça. Et dernière chose, Yacine, il y a aussi l'histoire du coach. Moi, je pense qu'avec un autre coach qui concerne tous ses joueurs et qui travaille plus tactiquement, moi, je suis sûr que tu n'as pas un Diallo à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux que ça, Diallo. Juste rapidement, Yacine. Ouais. Juste pour finir. Alors, pour la défense à 3, le seul problème, c'est qu'en fait, ça ferait 2 gauchers et un droitier. Normalement, c'est Marquinhos qui jouerait dans l'axe. Et donc, tu vas te retrouver encore avec un gaucher à droite. Donc, c'est pour ça que la défense à 3, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, ou alors il faut mettre Kimpembe dans l'axe en tant que défenseur. C'est ce que j'allais dire. Mais Kimpembe dans l'axe, à droite Marquinhos et à gauche Diallo, c'est possible, ça. Ouais, mais le problème, c'est que ton défenseur central, c'est quand même celui qui doit t'apporter le jeu au départ quand tu joues à 3. Et c'est vrai que oui. C'est pour ça que comme ça le forcera à progresser. Dans la réflexion de Tuchel, ça peut jouer. Et juste pour la dernière chose, pour terminer sur Diallo latéral, effectivement, je suis de l'avis de Nico, parce que je l'avais déjà dit, mais en fait, la question de Tuchel, elle devrait être, est-ce que défensivement aujourd'hui, j'ai un joueur fiable? Oui ou non? Non, à part Diallo, c'est peut-être le plus fiable à ce poste-là. Est-ce que offensivement, les joueurs qui ne sont pas fiables défensivement m'apportent? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis au moins la sécurité. Pour moi, c'est ça la réflexion du coach. Parce que si tu te dis, je mets Kurzawa en espérant qu'à un moment donné, alors défensivement, il est nul, mais peut-être devant, à un moment donné, il va se passer quelque chose, mais je n'ai pas besoin de Kurzawa.
Et Diallo, il l'a déjà montré, il a fait 1 ou 2 matchs latéral au PSG. Et d'ailleurs, c'est un de ses premiers matchs où il fait une passe décisive justement sur un centre. Et donc, il a déjà montré qu'il est capable de centrer. S'il monte 2 fois, il fait 2 bons centres. C'est mieux que de monter 50 fois et réussir 0 centre. Hein. Donc, Ouais. C'est Diallo qui donne le ballon à Neymar sur le retourné contre Strasbourg. ouais, voilà, c'est C'est ça. lui, exactement. Ouais, retour de ça. Ouais, c'est ça. Dernière question. Il avait joué en latéral en deuxième mi-temps, justement. Dernière question, les amis, avant de passer à Leipzig mardi. Depuis tout à l'heure, on parle des individualités, on parle de Dagba, de Kurzawa, de Danilo. On a même oublié Sarabia, mais on ne va pas tous les faire parce que sinon il nous faudrait 2 heures. Comment il peut expliquer qu'autant de joueurs individuels ne soient pas au niveau cette année? Comment on peut expliquer des défaillances comme ça? Voilà, ces mecs-là, et parfois certains étaient meilleurs avant par le passé. Là, ils sont vraiment tous presque mauvais en même temps. Comment c'est possible, Nico, selon toi? Il y a plein d'explications. Il faut être dans le groupe. Enfin, il faudrait être au quotidien pour voir un petit peu comment déjà ils travaillent. Après, on en a déjà parlé plein de fois. Physiquement, il y a un contexte qui est quand même difficile et on ne peut pas complètement l'occulter parce que ce serait vraiment ce serait injuste. Il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, il y en a qui ont été blessés, il y a eu certains qui ont eu le Covid. Tout ça accumulé, donc déjà, tu as des gros problèmes physiques pour beaucoup de joueurs. Après, il y a aussi une question de confiance. Sarabia, voilà, on va pas faire un focus sur lui, mais typiquement le genre de joueurs qui sont complètement en perte de confiance et qui ont été, j'ai presque envie de dire, abandonnés en marge du groupe. Ouais. Et aujourd'hui, pour les récupérer, c'est compliqué. Et là, c'est aussi une des limites du management de Tourelle, c'est qu'on sait qu'il aime bien ses titulaires et que les autres, bah, ils se démerdent un petit peu de leur côté, il faut suivre. Et un gars comme Sarabia, il est complètement paumé par rapport à l'an dernier. Je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Donc, tout ça, ça fait plein de petits trucs, avec aussi les incertitudes tactiques, avec tout ce qui se passe, avec ce groupe. Alors, on nous vante que c'est un groupe qui vit bien, donc c'est super. Hein, c'est une bonne chose déjà qui s'apprécie tous, mais ça suffit pas, on le voit, bien jouer au football. Et moi, c'est là aujourd'hui où je pense qu'on doit être le plus inquiet, c'est que c'est une équipe qui aujourd'hui joue mal. Voilà, ça joue mal au football. Tu as des joueurs qui individuellement sont au-dessus de toute la Ligue 1. Mais ça prend pas, et c'est pour ça qu'à un moment, il va quand même falloir se poser la question Tourelle. Si tous ces bons joueurs ne sont pas capables de jouer ensemble, ce n'est pas que de leur faute. C'est que, comme le disait Yass, il y a un chef d'orchestre qui doit mettre tout ça en place, et qu'aujourd'hui, le chef d'orchestre, bah, il n'a plus de baguette, il n'a plus d'instruments à vue, et qu'il est complètement paumé, j'ai l'impression. Donc, ça te donne ça. Je vois pas d'autre explication à tous ces errements individuels, mais c'est problématique en tout cas. Yacine, Mousse, vous voulez rajouter un truc sur ça? Oh, bah écoute, ce qu'a dit Nico, il a tout résumé entre le Covid, le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment de coupure entre les deux championnats. Il doit aussi avoir une fatigue mentale parce que d'habitude, les joueurs s'arrêtent à peu près 30 jours entre deux championnats, ce qui permet déjà d'avoir une vraie coupure avec le ballon. Là, la coupure, elle a été très très brève. Donc, tu ajoutes à ça la fatigue psychologique, physique, le Covid, etc. Bah, et puis, je pense que ça concerne aussi tous les championnats, même si, par exemple, au Bayern, ça joue toujours aussi bien. Bon, ils ont perdu des matchs aussi, hein, mais malgré tout, il y a toujours cette cohérence dans les grandes équipes que nous, on n'a pas. On l'a rappelé tout à l'heure, mais assez d'accord avec ce qu'a dit Nico. Yacine? Ouais. Je vais prendre Sarabia en symbole juste pour expliquer 2-3 choses. Alors, Par contre, Yacine, il reste que 20 minutes, on doit parler de Leipzig, donc essaye de faire court. L'histoire du système. Sarabia, il était mieux dans un système qui était en fait identifié. Rappelez-vous que ses meilleurs matchs, il les fait quand il n'y a pas Neymar et Mbappé et où il y a un vrai collectif finalement. Dans l'attitude en tout cas, je ne parle pas forcément techniquement, mais dans l'attitude. Le match face au Real, le match à Galatasaray, bref, il y a eu plusieurs matchs, c'était cohérent. Et lui, il était bien là-dedans, dans ce système qui était identifié. La deuxième chose, c'est que quand on parle d'équilibre du vestiaire et des modèles, entre guillemets, il y a une chose essentielle. Rappelez-vous, Sarabia, comment il courait, il défendait quand il est arrivé, même jusqu'à la saison dernière. Quoi. Et comment il a changé. Aujourd'hui, il rate des choses techniquement, mais même dans son attitude, il défend moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les joueurs, c'est des enfants, je le répète souvent, mais ok, lui, il défend pas. Lui, il défend pas. Lui, il défend pas. Mais qu'est-ce que vous. Moi, je vais pas me faire chier à défendre et à courir pour vous. À un moment donné, moi aussi, je mérite du respect. J'ai fait des bons matchs parce que Sarabia, on pourrait avoir des doutes s'il avait fait que des mauvais matchs. Mais il a quand même fait des bons matchs. Donc, il se dit quoi, le mec? Moi, je vais plus courir. Le problème, c'est qu'en fait, tu as certains joueurs qui sont capables d'avoir des éclairs sur une minute et tu as des joueurs qui ont besoin d'être concernés tout le match. Tu vois, on parlait de Cavani souvent. Cavani, il le disait, s'il ne court pas dans un match, si on lui dit reste devant, attends le ballon,
il va rien faire. Il a besoin de courir. Donc des fois, tu te dis, il court trop, mais en fait, ça fait partie de lui. Ça joue sur la concentration, il est tout le temps concerné par le match. Et en fait, Sarabia, en courant moins, il est moins concerné par le match. Donc quand il a le ballon, ben, finalement, il n'est plus dans son match. Donc il rate tout. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on dit sur Tourelle. C'est le rôle de l'entraîneur, c'est de garder tous ces joueurs concernés dans l'état d'esprit, dans la mentalité, et de forcer un Mbappé à défendre. Je suis désolé, mais ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Mbappé, il est comme tout le monde. Voilà. Mardi, il aura des choix à faire, Thomas Tuchel contre Leipzig. Comment vous voyez les choses, Mousse? À quel type de match tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à un match est-ce que tu t'attends à être bousculé? Est-ce que tu t'attends à un PSG qui se ressaisit, qui a un électrochoc du côté du PSG? Ou au contraire, un match difficile? Ce sera forcément un match difficile parce que quelque part, on doit courir derrière le score parce qu'on est obligé quand même de gagner ce match. Le coach de Leipzig, lui, va travailler sur le match d'hier. Il va avoir toutes les lacunes du PSG et notamment sur les côtés. Donc c'est pour ça que moi, je pense que ça va être quand même un match très difficile parce que c'est jamais bon de prendre un match de Ligue des Champions et qui plus est très important. Si tu étais qualifié, à la rigueur, c'est pas très grave de perdre face à Monaco. Mais là, tu es en position où justement tu dois courir derrière les points. Et pour la confiance, une défaite contre Monaco avec en plus, tu vois, un coach allemand. Donc là, tu te fais battre par un coach allemand. Tu rencontres un coach allemand mardi. Donc même pour Tuchel, ça doit être compliqué. Non, moi je m'attends à un match difficile et encore une fois, tout va dépendre de la composition que va nous préparer Thomas Tuchel, l'état de forme de Neymar, parce que moi je suis désolé, hier Neymar, sur ce qu'il a rentré, c'est impossible à dire. Enfin, pour moi, il n'est pas prêt. Tout ce qu'il a voulu tenter, il l'a raté. Il a même été plutôt agaçant parce que il a encore voulu endosser le rôle du sauveur et en fait, il s'est fait contrer à chaque fois qu'il a voulu dribbler, ça passait pas. Hier, sur ces 30 minutes, il n'y a eu absolument rien de bon dans le jeu de Neymar. Et moi, je suis très inquiet. Surtout que Tuchel, à la fin, alors pour une fois, j'ai bien aimé sa réaction à la fin. Il a plutôt pris ses responsabilités, il n'a pas cherché à occulter, etc. Par contre, là où il m'a un peu agacé, c'est quand il a parlé de Neymar en disant oui, il jouera, il sera là, on a besoin de lui, il faut qu'il joue. Encore une fois, ça veut dire que sans Neymar, il n'envisage même pas la victoire, j'ai l'impression, tu vois. Pour lui, il faut que Neymar joue. C'est soit Neymar joue, soit on est en difficulté. Et encore une fois, quand on voit le match d'hier de Neymar, pour moi, Neymar n'est pas prêt. Donc oui, je suis très inquiet pour mardi. Nico, est-ce qu'il n'y a pas, malgré ce que dit Mousse, est-ce qu'il n'y a pas deux PSG quelque part et un PSG qui va hisser son niveau en Ligue des Champions selon toi? Ouais, non, mais Mousse, il est négatif, Mousse, on le connaît, c'est l'hiver qui approche, il a froid, donc il est de mauvaise humeur. Donc, non, évidemment que ce ne sera pas le même match. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même cas de figure qu'avant le match retour contre Dortmund en mars dernier. Oui. Tu as une équipe qui est dos au mur. Bon, moi, je ne vais pas non plus être alarmiste parce que je me rappelle du match aller contre Leipzig, une équipe du PSG en privé de tous ses bons joueurs qui a quand même été longtemps au moins au même niveau que Leipzig. C'est pas le Bayern en face, faut pas en faire une montagne cette équipe. Par contre, ça va être un match avec un énorme contexte psychologique à gérer parce qu'il y a une vraie pression. Tu bats pas Leipzig, tu es éliminé de la Ligue des Champions, pour résumer. Parce que derrière, ça veut dire que tu es obligé de faire un carton plein et que le Manchester ne doit pas prendre plus d'un point dans l'hypothèse où Manchester va battre les Tours, ce qui est a priori ce qui devrait arriver. Donc, ouais, tu gagnes pas mardi, tu es éliminé. Donc, ça va donner une espèce de. On est quasiment dans un. Ouais, c'est ça, dans un 16e de finale. Et là où je suis un petit peu plus confiant que Mou, c'est que ce sont des joueurs qui aiment ce genre d'atmosphère. Ils avaient répondu présent contre Dortmund. C'était pas gagné d'avance et finalement ils l'avaient fait avec assez. C'était assez tranquille globalement. Voilà, vous avez maîtrisé ce match et j'espère du moins que ce sera à peu près la même chose avec encore une fois un adversaire qui n'est pas le Bayern en face. Je le rappelle, ce n'est que Leipzig. Si le PSG au complet ou presque n'est pas capable de gagner 1-0 au parc contre cette équipe-là, de toute façon, c'est une équipe qui n'a rien à faire en Ligue des Champions. Donc, on va savoir ça très vite. Donc, juste pour compléter ce que tu disais, Nico, sauf que le PSG, depuis 10 ans, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette position. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis un peu inquiet, parce que dans les phases de poule, c'est la première fois qu'il se retrouve en danger, limite à se faire sortir de la phase des poules. Et c'est pour ça que moi, je te dis que je suis inquiet, parce qu'ils n'ont jamais connu ça.
Et psychologiquement, c'est là qu'on verra si ce sont des grands joueurs. Donc oui, ils sont capables, Nico, je suis d'accord, et même avec toi, Clément, hein. Évidemment que ça sera un match de Ligue des Champions et ils vont peut-être se transcender et finalement gagner 3-4-0. Ça peut arriver. Mais ce paramètre, il est important parce que c'est la première fois depuis que QSI est au PSG qu'en phase de poule, à 3 matchs de la fin, on a un risque de se faire éliminer. Et c'est pour ça que je te disais que j'étais inquiet. T'as eu, juste une seconde. T'as eu un petit peu ça l'année où tu es avec Liverpool et Naples dans la poule. Le match au parc contre Naples, C'est vrai, oui, c'est vrai. avant le but de Di Maria qui t'égalise, tu étais à peu près dans une situation aussi périlleuse, tu es mal embarqué. Mais là, sauf que tu avais Naples, Naples et Liverpool, Nico. Tu vois, c'est encore d'autres adversaires. Là, aujourd'hui, Leipzig, Manchester et Başakşehir, c'est un groupe, je dis pas facile, mais largement à la portée du PSG. Yacine, on sait aussi qu'au match aller, il n'y avait pas Neymar et Mbappé. Là, ils seront là. Et c'est un autre PSG complètement qui sera sur le terrain. Alors déjà, je ne vais pas me faire endormir par Nico une nouvelle fois. Je ne suivrai pas. Non, mais en fait, moi, je vais te dire, je suis inquiet. Pas forcément par l'adversaire. Moi, je suis inquiet de l'état d'esprit. Ça veut dire qu'en fait, si Mbappé et Neymar décident de jouer le match en disant on va montrer que c'est nous les sauveurs, qu'on va vous emmener en huitième de finale grâce à nous, je vous annonce tout de suite, c'est même pas la peine de le jouer le match. Vous pouvez fermer la boutique, éteindre la télé, regarder un autre match, c'est pas la peine. Neymar, Mbappé, tout ce que vous voulez, ce sera pas la peine de le jouer. En vérité, ce match-là, il va dépendre de deux choses. L'état d'esprit de ces deux joueurs, mais donc qui va déteindre sur les autres. Et en fait, il y a une clé essentielle. S'il est prêt, en tout cas s'il est rétabli, c'est Verratti. Et moi, je continue de penser que quand un joueur comme Verratti, effectivement, il n'aura pas 90 minutes de légende. Ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Par contre, moi, l'idée de dire on fait rentrer Verratti dans les 20 dernières minutes s'il y a besoin, moi, je suis contre cette idée. Verratti doit démarrer, s'il n'est pas blessé, évidemment. Et après, il tient 45, 50, 52, 55, je m'en fous. Mais en fait, il doit démarrer. Parce que la différence, c'est que quand tu vas faire rentrer un joueur un peu moins bon que Verratti, contre un adversaire fatigué, il aura quand même plus de chances de s'exprimer que si tu le fais démarrer en même temps que tout le monde. Et ce jour-là, il va rien dire que par exemple, si tu mets Herrera d'entrée, ouais, Herrera, il va courir et tout, mais c'est pas Verratti. Donc il faut mettre Verratti pendant 50 minutes, 1 heure, jusqu'à ce qu'il explose. Il explose. Et puis après, on fait rentrer Herrera. Et là, Herrera, avec des joueurs en face fatigués et lui un peu plus frais, il aura plus de chances de s'exprimer. Mais je reste persuadé que la clé du match, elle est Neymar, Mbappé et l'attitude de ces deux joueurs. S'ils ont décidé de vouloir jouer les euros, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Mardi soir, c'est terminé avec des champions. Ouais. Justement, tu soulèves la question un peu de la composition d'équipe que Paris alignera mardi. Nico, toi, alors déjà, avant de parler des joueurs, avec quel système? Parce qu'on a vu hier que le 4-4-2, si les ailiers défendent pas, c'est compliqué quand même. Donc, va falloir que Neymar et Di Maria défendent si on joue en 4-4-2, ou alors on part en 4-3-3. Mais ça dépend aussi des joueurs à disposition. Toi, tu vois comment tu vois le PSG avec quelle équipe mardi soir? Tu mets la pression là, hein, donc moi je l'ai déjà dit, pour moi le 4-4-2 c'est pas un système viable dans les gros matchs parce que tu as des joueurs qui font pas les efforts et que ça c'est rédhibitoire contre des bonnes équipes. Donc pour moi on oublie le 4-4-2 sur ce match et on passe en 4-3-3, c'est le meilleur système à mes yeux. Après la compo d'équipe ça va dépendre des états de forme de chacun. Idéalement oui, ce sera Florenzi à droite et puis moi je mettrais Becker à gauche très franchement. La logique voudrait qu'on ait Marquinhos et Diallo en défense centrale. Ce serait la logique, quelque part. Après, je mettrais effectivement un Paredes en sentinelle parce que j'aime sa qualité de passe et sa grinta. Devant, si possible, je mettrais effectivement aussi Verratti. Ça me semble une obligation sur ce genre de match de débuter avec lui. Complété par Herrera ou Gay. En fonction, dans l'occurrence, ce sera Herrera. Et puis devant, il faudra sacrifier quelqu'un. Et moi, je sacrifierais... c'est compliqué. Honnêtement, là, je ne saurais pas. Je sais pas. J'aime pas Mbappé dans l'axe. C'est pas nouveau. Ça voudrait dire plutôt Keane dans l'axe. Mais dans ce cas-là, je sacrifierais peut-être un Di Maria en mettant un Mbappé à droite. Je sais pas. Mais
En tout cas, pas le 4-4-2, parce qu'avec avec 2 ou 3 joueurs qui ne défendent pas, tu te fous dans la merde. Tu as l'équipe toujours coupée en deux. On l'a encore vu contre Monaco. Et c'est pas possible d'avoir ce système-là aujourd'hui parce que tu n'es pas capable d'imposer aux joueurs tes envies de les voir travailler tous défensivement. Donc, ouais, le 4-3-3, en tout cas, me semble une obligation sur ce match. Ouais, Mousse, tu voulais réagir? Ouais, en fait, si tu suis la logique de Thomas Tuchel, bah, il fait pas jouer il met jamais titulaire des joueurs qui reviennent de blessure. Donc, je pense que Verratti ne jouera pas. Il le fera pas jouer. Je pense il mettra quand même un 4-3-3 pour densifier un peu le milieu. Et si tu suis la logique de Tuchel, c'est Marquinhos qui jouera en 6. Et c'est possible qu'il te mette Danilo et Diallo en défense centrale parce que en Ligue des Champions, il a toujours mis Marquinhos en 6. Malgré le fait qu'il avait du monde sur le banc, bah non, il mettait Marquinhos. Donc je vois pas pourquoi il changerait. Sur les latéraux, je suis d'accord, il mettra Florenzi et sans doute Baker. Et après, je pense qu'il sacrifiera Keane devant. Il laissera les trois, peut-être avec un faux neuf. Di Maria, Mbappé, Neymar. Et je pense que voilà, il y aura Marquinhos en 6. Et puis tu auras Herrera et Rafinha devant lui, quoi. Oui, parce Je que pense que c'est comme ça que ça va jouer. Ouais. tu as oublié Rafinha, Nico, dans ton 11. Et Nico, moi, je demanderai l'avis de Yacine, mais. Bah, ça fait un joueur de. Mousse, il met 12 joueurs. Avec 12 joueurs, on va gagner, Mousse, ça c'est sûr. Mais non, 4-3-3. Marquinhos. Et tu m'as mis qui au milieu? Marquinhos, Rafinha, Herrera. Ah, et Di Maria, Mbappé, Neymar. J'ai cru que non. J'ai dit que si tu suis la logique de Tuchel ne fait jamais jouer des joueurs titulaires en retour de blessure. Ouais. Pour moi, il ne jouera pas Verratti. En tout cas, pas titulaire. Nico, tu parlais du 4-4-2 qui n'est pas fiable dans les gros matchs. On se rappelle qu'Ancelotti jouait beaucoup avec le 4-4-2 au PSG et que Tourelle l'a utilisé contre Dortmund au match retour, où d'ailleurs Di Maria et Neymar avaient fait les efforts. Donc peut-être que ce sera le cas mardi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je le vois bien rester en 4-4-2, Yacine, mardi. Tourelle, il l'a bien préparé d'ailleurs hier. Alors, moi aussi, je suis de ton avis. C'est que, en fait, on a une idée du 4-4-2, mais moi, je l'ai toujours dit, c'est pas une question de 4-4-2 ou 4-3-3, c'est une question d'état d'esprit. Si les joueurs ont envie de courir et de défendre, tu peux jouer en 4-4-2, il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, s'ils n'ont pas envie de courir, même en 4-3-3, à un moment donné, tu exploseras. Donc moi aussi, je suis plus partant sur le 4-4-2, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il va falloir gagner le match. Et comme Tuchel nous a expliqué que c'est un match aller-retour, il va falloir le gagner soit 1-0, soit avec plus de 2 buts d'écart. Donc, déjà pour passer devant Leipzig au goal average particulier. La deuxième chose, c'est que j'ai pensé à Danilo Diallo derrière, effectivement. Et là, ça va être très compliqué. Et parce que Marquinhos, par contre, je pense que tu as oublié Paredes, Mousse. C'est-à-dire que moi, c'est pas Rafinha qui jouera, ce sera Paredes. C'est-à-dire que ce sera Marquinhos, Paredes et Herrera. Il mettra pas. Oui, en relayeur, tu parles, pardon. Ouais. Oui. Il mettra pas. Oui, c'est une possibilité, bien sûr. Pour moi, il mettra pas Rafinha. Et le fait que Rafinha ait joué hier, tout le match, c'est que pour moi, il le mettra pas. C'est-à-dire que Rafinha, pour lui, aujourd'hui, c'est un joueur de championnat. C'est un joueur pour faire tourner. Rappelez-vous, à Leipzig, même en difficulté, il est rentré à la 84e minute. Donc, je pense que. Tu verrais quoi? Tu verrais Marquinhos en sentinelle et Paredes Herrera en relayeur, c'est ça? Déjà, moi, je pars sur le 4-4-2. Ah oui, tu vois, c'est un milieu à deux, pardon. Donc, moi, ce sera. Alors, Marquinhos, Paredes, parce que dans. Ou Herrera. Non, mais attention, hein, dans la réflexion de Tourelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout mon choix. Ouais. Mais Marquinhos, Paredes au milieu, avec les 4 de devant. Et malheureusement, derrière, tu vas être obligé de partir avec Danilo Diallo. Voilà, maintenant, dans mon choix à moi, si c'est moi le coach, évidemment que Marquinhos, il est derrière direct parce que c'est notre meilleur défenseur. En l'absence de Kimpembe, évidemment que tu ne peux pas te passer de Marquinhos derrière. Et que je partirais alors avec Danilo et Paredes au milieu, voilà, qui restent devant la défense et les 4 de devant. Ça me permet de ton 11 envisagé par Tourelle, ça me permet de justement vous lancer sur ma dernière question de ce podcast. Danilo Diallo derrière, c'est quand même un choix plus que risqué. Ça pourrait ne pas marcher et être préjudiciable au PSG. Est-ce que en cas de défaillance défensive et en cas d'échec du PSG, ça peut être le dernier match de Tourelle au PSG? Pour moi, oui. Incontestablement, oui, parce que sortir de la phase de poule dans un groupe où il y a Başakşehir, Leipzig et Manchester,
Si tu perds le match de mardi et que tu es en mauvaise posture, je vois pas comment Thomas Tuchel peut continuer parce qu'après, il te reste 2 matchs pour sauver le truc en espérant un miracle. Et encore, enfin, je veux dire, même un nouveau coach, ça se trouve, il pourra même pas sauver la situation. Donc, mais quoi qu'il en soit, oui, tu fais deux défaites d'affilée, dont une très très importante. Tout ça pour économiser 10 millions d'euros. Ouais, pour moi, c'est terminé. Hein. S'il perd mardi, c'est fini, quoi. Nico? Ce ne sera pas fini parce qu'il y aura encore une infime chance de qualification. Donc je pense que ça ne sera pas son dernier match quoi qu'il arrive, sauf énorme camouflé mardi soir. Mais on est un peu toujours dans la même situation sur Tourelle, hein, sur son limogeage. Hein. Il n'y avait pas d'argent il y a 2 mois pour le virer. Il n'y en avait visiblement pas non plus pendant la trêve parce que j'ai du C'est mal pas à qu'il n'y en a croire. pas, Nico. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. C'est qu'ils Non, mais ne oui, veulent pas ou peuvent pas dépenser. C'est pas pareil. si tu avais vraiment voulu le virer, Mousse, tu l'aurais viré là pendant la trêve. Je suis T'attends d'accord, bien pas, sûr. Non, non, t'attends pas le je suis match de d'accord. Leipzig. Le virer après Leipzig mardi, ça n'aurait aucun sens. Il va Bah aller au si, moins parce jusqu'à que la trêve hivernale. Ça va rien changer si tu le vires maintenant ou pas. alors, Nico, si tu gagnes mardi, on est d'accord que tu peux même te retrouver premier. On est bien d'accord. Hein. Donc, Complètement. c'est normal qu'ils attendent mardi parce qu'ils se disent si on gagne mardi, bah écoute, on peut continuer avec le coach, on économise nos 10 millions. Si tu perds lamentablement, comment Et tu veux continuer? Pour continuer, pourquoi? Tu peux Pour aller toujours te chercher qualifier, les Mousse. trophées de Ligue 1? Non, tu peux toujours te qualifier, Moussa. Si tu n'y Si tu... arrives pas contre Leipzig, tu ne vas pas y arriver contre Başakşehir et Manchester. Je ne sais pas, moi. Hein. c'est Oui, vrai que faut peut-être arrêter de penser aussi à très court terme et que la vision d'un beau directeur sportif, ça aurait peut-être été de faire le changement pendant la trêve, si ça avait dû être fait. Yacine, C'est ce qu'on avait préconisé avec Yacine. Hein. voilà. Nous, c'était notre idée. Hein. Yacine, tu as le mot de la fin sur Tourelle et sur ce podcast. Qu'est-ce que toi aussi, tu vois les choses se terminer pour Tourelle si jamais. Non, lui, il veut une prolongation. Mais en fait, moi, je suis un peu de l'avis de Nico. Pas fait là. Pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il va aller au bout. Parce que tu vas pas maintenant lui donner. Tu vas pas lui donner. En fait, s'il y a 15 jours, tu lui donnais 7,350 millions. Aujourd'hui, tu vas lui donner 7,125. Donc, ça ne changeait rien. Il fallait le virer avant ou c'est fini. Et moi, à mon avis, malheureusement, en fait, la défaite. Et par contre, là aussi, Mousse, il l'a dit, donc c'est pour ça que c'est bizarre. La défaite si tu perds contre Leipzig, de toute façon, tu t'en sortiras pas en Ligue des Champions. Donc, même si tu changeais le coach là maintenant, c'est fini. En Ligue 1, tu vas être Si, champion. parce que bah, d'abord, il y a la trêve internationale avec le mercato. Mais après, évidemment que la saison sera gâchée, elle sera gâchée. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, pour les joueurs, etc., Oui. tu ne peux pas laisser un coach, un loser qui t'a. Parce que, en fait, si ça arrive, rendez-vous compte, hein, c'est quand même un paradoxe extraordinaire. Tuchel sera le seul coach à avoir mené le PSG en finale de Ligue des Champions en 10 ans. Et ça peut être aussi le seul coach à se faire éliminer de la phase de poule en 10 ans. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis que, évidemment, que ça ne servirait pas à grand-chose. Mais en même temps, pour avoir un déclic dans la tête des joueurs et peut-être finir la saison d'une meilleure manière, et je parle dans le jeu, etc., dans l'état d'esprit, bah, il faudra changer les choses et tu ne peux pas continuer avec ce mec-là. Après, pour moi, ce serait plus en fait pour préparer la saison prochaine en avance. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Par contre, la dernière chose pour les amoureux des chiffres, parce que quand on critique Tourelle, on nous ramène toujours aux chiffres et au fait qu'il vous a emmené en finale de Ligue des Champions et que vous le critiquez. C'est aussi l'entraîneur qui a le plus grand pourcentage de défaites au PSG depuis QSI. Donc, vous voyez comme quoi les chiffres, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui vont s'arrêter au pourcentage de victoires. Moi, je peux m'arrêter au pourcentage de défaites. Les finales, on sait comment c'est arrivé. Enfin bref, voilà, il y a quand même trop de choses aujourd'hui qui ne vont pas. Et effectivement, la saison, elle risque d'être très très longue à partir de mardi soir. Donc depuis Paul Le Guen, c'est celui qui a le plus gros pourcentage de défaites. C'est triste. Ouais. Donc, tu vois. Bon, merci les amis d'avoir fait ça. Attends, tu voulais ajouter un truc, Nico? Ouais, je voulais dire du mal, mais vas-y, dis. Bah, il reste 2 minutes, t'inquiète, vas-y. Non, mais en plus, je sais même plus ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Mais en gros, c'est que effectivement, il faut toujours contextualiser. Je comprends que des gens, je me fais souvent prendre sur Twitter, ouais, t'es méchant avec Tourelle, tu fais une fixette. Il a fait la Ligue des Champions, la finale, mais il faut toujours contextualiser tout ça. Il y a, comme disait Yacine, il y a les chiffres qu'on peut interpréter chacun à sa sauce. Et puis, tu as aussi le contexte. La Ligue des Champions, on a été en finale en ayant très chaud contre Dortmund.
Et derrière, on a gagné sur un match contre l'Atalanta et contre Leipzig. Tu vois, il faut quand même rappeler un petit peu le parcours. Tu n'as pas sorti la Juve, le Barça et City avant d'arriver brillamment en finale. Donc oui, il a été en finale. Oui, l'an dernier, c'était 4 trophées. Bravo, du très bon boulot. Mais voilà, il faut quand même voir plus profondément la situation, ce qui t'apporte. J'ai envie de dire la balance entre ce qui t'apporte de bien et ce qui t'apporte de mal. Aujourd'hui, je ne vois pas comment la balance peut pencher de l'autre côté. Et dernière chose, ça y est, ça m'est revenu. Le souci aussi, c'est que quand tu as un entraîneur qui n'a plus que 6 mois sur le banc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, tu n'as plus aucun levier de pression sur lui. C'est-à-dire qu'il va le faire comme il le sent. Si ça ne te plaît pas, soit tu le vires, soit tu fermes ta gueule. Et ça va être un problème à terme parce qu'on voit que ça ne plaît pas au PSG, ça ne plaît pas à Leonardo. Mais tant qu'il n'y a pas le feu vert pour lui donner son chèque et qu'il s'en aille, t'es bloqué. C'est lui qui est le patron aujourd'hui du PSG, c'est Tourelle. Et puis, c'est un patron qui ne sait pas trop où il va, donc c'est problématique. Alors, une dernière information sur Tourelle, Clément, et après on arrête là. Il n'a pas été complètement honnête lors de son live quand il a dit qu'internement, on n'avait pas, en interne, on n'avait pas contacté un autre coach. Alors, c'est vrai, Leonardo. voilà, c'est vrai, parce que lui, il parle de la direction. Il dit la direction, en fait, n'a pas contacté. Et ça, c'est vrai. À Doha, personne, parce qu'il ne voulait pas. Par contre, de sources sûres, lui a plusieurs fois réclamé à Nasser Al-Khelaifi la tête de Tuchel et on lui a toujours dit non. Donc, voilà, c'était juste pour rétablir une vérité. Ok, eh ben, peut-être qu'on aura la tête de Leonardo avant la tête de Tourelle, qui sait. C'est possible aussi. Au PSG, au PSG, tout est possible. Merci les amis pour ce podcast, c'était très riche. D'accord. Je vous invite à être présent mercredi pour le débrief de PSG Leipzig parce que je pense qu'il y aura des choses à dire, soit avec le sourire du soulagement, soit avec Avec un grand match de Baker. Voilà, soit avec la gueule de bois des très mauvais jours. Allez, ciao et à mardi. Ciao. Salut, messieurs.